Là, je vais vous parler de la défaillance circulatoire des états de choc, les grands états de choc, choc cardiogénique, choc septique, choc hypovolemique et le choc anaphylactique. On va essayer de balader rapidement donc, ces quatre états de choc. Rapidement, vous aurez les diapos, bien sûr, dès la fin du topo. Et bien sûr, si vous avez des questions, que ce soit en chat ou ici, vous n'hésitez pas à m'interrompre. OK. État de choc. Donc, état de choc, donc c'est une défaillance circulatoire aiguë, grosso modo une inadéquation entre les apports et les besoins d'oxygène au niveau donc, de l'organisme, au niveau des différents tissus. Ça correspond bien sûr à une urgence diagnostique. Il faut poser très rapidement le diagnostic pour débuter une thérapeutique d'urgence parce que le temps est compté pour les différents états de choc. Quand on prend un petit peu la définition au niveau des paramètres vitaux, donc elle se caractérise essentiellement par une pression artérielle systolique à moins de 90 mm de mercure. Dans les livres, il est décrit la baisse de 40% de la valeur habituelle chez les patients hypertendus, mais grosso modo, vous travaillez aux urgences, vous savez très bien que c'est très compliqué de prendre la tension habituelle, surtout quand le patient est à se opérer, et à calculer le 40%, donc c'est pas possible. Donc retenez surtout la pression artérielle systolique et la pression artérielle moyenne à moins de 65 mm de mercure. L'organisme, il est quand même bien foutu parce qu'il va y avoir quand même des compensations qui vont entrer en jeu. Ça va entraîner, il y aura une certaine vasoconstriction au niveau périphérique qui va permettre en fait cette vasoconstriction de redistribuer les débits sanguins vers les organes nobles pour que le patient puisse arriver jusqu'aux urgences. Donc il y aura une redistribution privilégiée au niveau donc, du cœur et du cerveau pour maintenir donc un état de compensation optimal jusqu'à un état de décompensation et on va éviter d'aller jusqu'à ce stade précis. Au détriment de certains organes et certaines structures anatomiques, donc là c'est le territoire surtout splanchnique, donc il va y avoir des ischémies mésentériques, on va dire fonctionnelles qui vont apparaître. Il va y avoir des hypoperfusions au niveau du foie, donc le foie de choc va apparaître, des hypoperfusions au niveau des reins. Tac, tac, tac. Donc, il y aura une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle qui va apparaître. Puis, si le choc s'entretient, une insuffisance rénale aiguë organique par nécrose tubulaire aiguë. Et celui que l'on connaît bien, le détriment, donc le territoire musculo-cutané, avec les marbrures, les signes d'hypoperfusion périphérique que vous devez rechercher, donc la phase initiale. Il y a une certaine corrélation quand même entre l'étendue des marbrures. Là, c'était un score qui avait été calculé au niveau des genoux. Parallèlement, en fait, à la survie, finalement, vous avez donc plus les marbrures sont étendues et plus la probabilité de mortalité est importante chez les patients qui étaient admis en soins intensifs. Donc la clinique ici peut primer, peut vous orienter quand même vers un certain niveau de gravité, donc une orientation plutôt vers la sauve pour une prise en charge agressive de ces états de choc. La compensation donc, va faire intervenir trois systèmes. Donc, le système sympathique donc, endogène, donc avec ici au niveau du cœur donc, la sécrétion de noradrénaline et d'adrénaline endogène pour entraîner une tachycardie, une compensation et donc augmenter la pression artérielle pour maintenir la pression dans les objectifs. Un autre système va intervenir au niveau du rein, donc le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui in fine va permettre la réabsorption d'eau et de sodium au niveau de l'organisme pour maintenir le volume circulant. Et dernier petit point, donc c'est le système de la vasopressine, donc qui est sécrété par la posthypophyse, l'hormone antidiurétique, qui pareil, par un mécanisme de concentration des urines, va permettre de réabsorber l'eau et le sodium pour concentrer les urines et maintenir un volume circulant adéquat. Mais bien sûr, il y aura une phase de décompensation si on n'intervient pas précocement. Si on zoome un petit peu au niveau de la cellule, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est quand tout va bien, le métabolisme anaérobie. Aérobie, pardon. Donc, je vous fais des petits rappels de P1 là avec le fameux cycle de Krebs. Donc, c'est le cycle qui intervient dans le métabolisme du glucose qui va être synthétisé en pyruvate. Et ensuite, il va entrer dans le cycle de Krebs pour synthétiser de l'ATP. Donc, la principale énergie qui va faire fonctionner les différentes protéines de l'organisme. Donc, ça, c'est quand tout va bien, quand il y a de l'oxygène et que toutes les cellules fonctionnent correctement donc au niveau et que les mitochondries soient bien oxygénées. Et ce qui va se passer dans les états de choc, donc il y aura une inadéquation, je rappelle, entre les apports et les besoins d'oxygène. Les cellules et les mitochondries vont manquer d'oxygène. Il y aura un métabolisme anaérobie qui va s'installer. Le circuit de Krebs ne va pas pouvoir fonctionner. Donc, il y aura un court-circuit qui va s'installer avec une production de lactate.
Donc les lactates, que ce soit lactate veineux, lactate artériel, c'est la même valeur, vont être le reflet de ce métabolisme anaérobie et ça va peut-être grader rapidement votre niveau de gravité. Désolé pour le petit bug, enfin c'est toujours c'est un peu décalé, normalement ça fonctionne un peu mieux là sur le plan du GIF là. Donc là c'est le système circulatoire un petit peu schématisé avec en haut donc la pompe cardiaque. Le réseau bleu c'est le réseau de la précharge. Il faut remplir cette pompe en permanence, sinon elle désamorce. Et finalement vous avez quand même un volume d'éjection systolique qui va être éjecté à chaque systole pour perfuser les organes en fait en parallèle. Donc intervient, comme je vous ai dit, le réseau de la précharge, donc tout ce qui va remplir, donc le réseau veineux qui va remplir le cœur lors des diastoles, le réseau donc ensuite post-charge, donc tout ce qui succède à la pompe cardiaque, mais donc qui va s'opposer à l'éjection du cœur, et bien sûr la pompe cardiaque en général avec une fonction cardiaque, une fréquence cardiaque et un inotropisme. Et donc c'est ça qui va rentrer en jeu surtout dans les chocs cardiogéniques. Premier petit point, donc le choc hypovolémique, donc diminution du volume circulant. Vous allez avoir tout le réseau de la précharge donc à gauche qui va diminuer, donc le cœur va être moins rempli, et donc le volume d'éjection systolique va s'abaisser. Tout ça va s'en suivre une hypoperfusion, bien sûr, de tous les organes en parallèle. Suivant le degré de perte sanguine, donc là on va parler surtout du choc hémorragique, vous allez avoir donc différentes répercussions au niveau des constantes. Donc initialement, vous avez donc une perte sanguine à peu près de moins de 15%. Finalement, vous avez un système de compensation qui s'installe et il y a peu de répercussions au niveau des paramètres vitaux. Le patient n'est pas forcément tachycarde, il n'est pas polyclinique, il continue à faire pipi, il n'y a pas de problème sur ce plan-là et le cerveau est bien perfusé. Et plus on va augmenter en fait les pertes sanguines, de 15 à 30%, mais finalement là, le système sympathique, le système rénine-angiotensin-aldostérone, tout ça va commencer un petit peu à être sécrété. Et donc le patient va commencer à devenir tachycarde, il va avoir ce qu'on appelle une pression artérielle pincée, avec donc une diastole qui va s'élever tout doucement, et donc la systole et la diastole se rapprochent. C'est ça qu'on dit la pression artérielle pincée. Le débit urinaire va commencer à diminuer, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle va commencer à débuter. Et ça, vous savez très bien que aux urgences, c'est difficile de la quantifier. On n'a pas trop le temps non plus de quantifier. La durée d'horaire n'est pas faite. Et là, l'état neurologique, donc il y aura un bas débit cérébral qui va commencer à s'installer, le patient va devenir confus et des troubles de la conscience vont commencer à s'installer. On continue, donc on est à 1,5 litre, 2 litres. Donc là, le système commence à devenir décompensé. La systole va s'effondrer, la diastole va s'effondrer, le patient va être tachycarde, la diurèse va s'effondrer et le patient va devenir confus. Et in fine, encore un stade encore plus inquiétant, où là, il y a une franche décompensation. On est sur une triple défaillance avec une acidose métabolique qui va s'installer, d'où la fréquence ventilatoire qui va s'accélérer pour compenser cette acidose métabolique lactique. Une autre manière de schématiser en fait la situation, donc on a la première phase où la pression artérielle en fait est maintenue grâce au système de compensation, et la phase 2 et jusqu'à la phase 3, donc il y a une phase de décompensation, voire une phase de désamorçage, où finalement le patient peut s'arrêter. Et bien sûr, l'objectif c'est d'éviter d'arriver jusqu'à cette période-là. La prise en charge elle est assez codifiée, donc bien sûr on va commencer à remplir le volume circulant, en fait le territoire du volume circulant, donc avec des cristalloïdes. Si on prend les cristalloïdes, si on va un peu plus dans le détail, ben, ça va être plutôt des solutés balancées, l'isofundine, ringer lactate, qui se rapprochent le plus en fait du plasma du patient. Dans le contexte de choc hémorragique, quand il y a un saignement actif, que le robinet est ouvert, on aura plutôt tendance à avoir un tableau d'hypotension permissive, avec des objectifs de pas à 60-65, pas plus, pour éviter d'entretenir la pression qui va régner au niveau des parois des vaisseaux. Vous avez un vaisseau qui saigne, on va éviter de mettre trop de pression pour continuer à entretenir le saignement. Donc on aura plutôt des stratégies d'hypotension permissive dans le contexte de choc hémorragique. Ça ne sera pas du tout la même présentation dans le contexte de choc hypovolémique, hypovolémique sur une grosse déshydratation, où il faudra les remplir pleinement.
Quand finalement on ne va pas s'en sortir, donc après le remplissage, on débutera rapidement un support vasopresseur par noradrénaline qui va agir essentiellement au niveau des récepteurs alpha 1. Les alpha 1, c'est surtout au niveau de la vasoconstriction des vaisseaux. On va resserrer tous les vaisseaux de l'organisme, que ce soit veineux et également artériel. Différentes dilutions qui existent, hein, je vous invite à avoir votre propre protocole en tête. En général, aux urgences de Pellegrin, on fonctionne avec la 20 gamma cc, donc 1 mg dans 50 cc. Et là, c'est QSP pour avoir une pression artérielle dans les objectifs. Attention au niveau des effets, donc il peut y avoir des tachycardies, des petits troubles du rythme, ça peut être vénotoxique à des fortes doses, et il peut y avoir donc des situations live d'extravasation de noradrénaline au niveau cutané et sous-cutané, donc il peut y avoir des nécroses du tissu sous-cutané si le tissu sort du vaisseau. Ça existe, c'est écrit. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire de la noradrénaline, mais il faut se méfier, il faut quand même surveiller à chaque injection de noradrénaline. Il faut vérifier bien votre abord vasculaire. Ça nécessite une prise en charge chirurgicale avec un parage. Récepteur alpha, donc on agit sur la vasopression des vaisseaux. Bêta 1 plutôt sur l'inotropisme. On va booster un petit peu le cœur. Et bêta 2, vous savez bien, sur les bêta 2 mimétiques, c'est un vasodilatateur et une action un petit peu chronotrope positive. Donc la noradrénaline, je vous l'ai déjà résumé, plutôt le récepteur alpha 1. On fait du remplissage, on fait du support vasopresseur. Dans le contexte hémorragique, bien sûr, on n'oublie pas tout ce qui intervient dans la coagulation. Donc il y aura le plasma frais congelé, on apportera des culots globulaires, des plaquettes, fibrinogènes, calcium. Il faut vraiment prendre la cascade de la coagulation du début jusqu'à la fin. Et l'hexacide, donc l'acide tranexamique, 1 g dans le contexte également hémorragique. Quand on parle des culots, donc les culots vont avoir trois fonctions propres. Donc, dans un premier temps, on va diminuer l'hémodilution entraînée par le remplissage vasculaire. Pareil, pour le remplissage vasculaire, on évite dans l'hémorragie d'apporter trop de volume. Sinon, on va diluer tous les facteurs de coagulation résiduelle. Alors, le patient qui saigne, il recrute un petit peu les petits facteurs qui lui restent pour essayer de créer un caillot sanguin, par exemple, au niveau digestif. Et donc, nous, si on apporte trop de volume, finalement, les facteurs vont être dilués dans l'organisme et on va finalement aller à l'encontre en fait, d'une coagulation physiologique. On va optimiser bien sûr le transport artériel d'oxygène. C'est les globules rouges qui interviennent dans le transport de l'oxygène et ça intervient également dans la coagulation parce que le petit schéma en bas montre que les petits globules rouges en rouge vont plaquer les plaquettes contre la paroi et contre le site en fait lésé. Ça va intervenir grosso modo dans la coagulation, dans l'agrégation plaquettaire sur la lésion vasculaire. Diapo très importante, c'est des choses bien sûr qu'il faut anticiper. Si vous avez le robinet ouvert, vous allez avoir donc le premier MOQ par exemple à 8 et le temps, vous avez peut-être vu aux urgences qu'on se dise il faut le transfuser. Donc on commence à faire le bon de CGR, on appelle le FS, on envoie les bons et qu'on reçoit les culots, finalement on commence à la transfusion à 6. Donc c'est des choses qu'il faut anticiper en avance parce que c'est quelque chose d'actif, surtout quand l'hémorragie n'est pas contrôlée. Il existe toujours la banque là, juste à côté du Idéchoc, là, une banque de sang. Dans le contexte un peu d'urgence vitale, je pense que c'est une banque que l'on peut toujours solliciter si vraiment on a besoin de transfuser au temps T0 immédiatement. On met des culots, on met des plasmas, donc les facteurs de la coagulation, avec plutôt dans un contexte d'hémorragie aiguë, donc en ratio 1:1 ou en ratio 2:1, donc 2 culots pour un plasma. Ensuite, les plaquettes, donc avec un objectif de 50 Giga par litre pour un patient tout venant, 100 Giga par litre s'il y a un TC associé. Toujours pareil, les plaquettes sont essentielles à la coagulation. Le fibrinogène, avec un objectif au-delà de 1,5 g par litre. Le fibrinogène, je vous rappelle, donc voilà la cascade de la coagulation qui faisait peur au cours de nos études. Et tout en bas, en fait, vous avez le fibrinogène qui intervient dans la synthèse de fibrine. C'est le dernier maillon en fait qui intervient pour faire la fibrine, donc la coagulation, qui intervient dans la coagulation physiologique. Et bien sûr le calcium.
au-delà de 0,9, donc le calcium ionisé au-delà de 0,9 mmol par litre. Le calcium, je vous remets donc le schéma sur la coagulation, en fait, il est entouré, il intervient dans toutes les cascades, du début jusqu'à la fin. Vous avez beau mettre des culots, du plasma, du fibrinogène, etc. Si vous ne mettez pas de calcium et que le patient est en hypocalcémie, vous n'allez rien faire du tout. Donc il faut y penser. Il faut penser en fait à chaque maillon de la chaîne de coagulation. L'hexacil. L'hexacil, donc bon, maintenant c'est un médicament que l'on connaît quasiment tous. Hein. L'hexacil donc est prévu et a été surtout décrit sur cette étude-là, cet essai clinique-là, randomisé multicentrique, qui a comparé du placebo, donc de la flotte, avec l'hexacil chez les traumatisés graves, dans un contexte intra-hospitalier, il y avait quasiment 20 000 patients. Et donc, ils se sont concentrés à l'effet sur la mortalité et l'effet sur les saignements de ces patients traumatisés graves. Et finalement, ce qui s'en sort en fait de ce papier, CRASH 2, c'est surtout une baisse de la mortalité dans le groupe acitranexamique avec une valeur statistiquement significative et une réduction en fait du taux de saignement dans le groupe également acitranexamique par rapport à de la flotte. Ils sont allés un peu plus loin au niveau de l'analyse, ils se sont rendus compte que si vous injectez de l'hexacil au-delà de la 3e heure du traumatisme, finalement vous étiez plus délétère qu'autre chose. D'où le cut-off de dire qu'il faut faire de l'acide tranexamique 1 gramme en bolus dans les 3 heures qui suivent en fait, le traumatisme. Si vous dépassez, si le patient consulte dans les 4 à 5 heures, c'est rare, c'est exceptionnel. Là par contre, vous n'aurez pas d'indication à faire de l'acide tranexamique. On n'oublie pas si le patient a dans sa petite pharmacie, enfin dans son pilulier, des traitements anticoagulants, que ce soit des ABK ou encore des anticoagulants oraux, il faut bien sûr les antagoniser avec du PPSP ou de la vitamine K. 50 unités kilo si ce sont des anticoagulants oraux, 25 unités kilo si ce sont des ADK, avec 10 mg de vitamine K dans le cas des ADK. Je vous ai mis, ça a été paru là, au niveau des dernières recommandations sur la prise en charge des anticoagulants dans des situations d'urgence. C'est paru, si je ne me trompe pas, en 2024, en fait, cette année, par une collègue Delphine Douillet. Donc, c'était un petit schéma que je trouvais pas mal sur la prise en charge des hémorragies sous AVK. C'était assez bien synthétisé, suivant en fait l'INR, s'il était accessible oui ou non. Et donc, ça a résumé un petit peu la prise en charge. Donc, je vous enverrai tout ça juste après le topo. Et pareil, en fait, pour les anticoagulants oraux, on peut se permettre, en fait, dans des situations proprement parler, d'attendre l'activité anti-DISA ou anti-2A. Donc, si on est à une activité faible, évidemment, on peut surseoir la réversion des anticoagulants. Par contre, dans des situations cataclysmiques, par contre, on n'a pas le temps d'attendre le résultat des anticoagulants. Ça met quand même une bonne heure à sortir. Donc là, on peut se permettre de faire le PPSD 50 unités kilo. Vous avez voilà, un petit tableau que je trouvais bien fait, qui permet de synthétiser un petit peu la prise en charge de la réversion des anticoagulants dans les situations d'urgence. Dans le tableau digestif, IPP, pleine balle, que ce soit sur un terrain ulcéreux ou un terrain portal, ça permet de diminuer l'acidité au niveau de l'estomac et de favoriser la coagulation, de la formation du caillot de sang au niveau, par exemple, gastrique. Ça fonctionne mieux, bien sûr, dans un climat, on va dire, à norme au pH qu'un climat acide. Donc, on le fait dans les deux cadres. Et s'il y a une présentation portale suspectée, chez un patient alcoolique, cirrhotique, là, on mettra des traitements qui vont agir sur le territoire splendique, que ce soit l'octreotide, la somatostatine, la terlipressine, qui vont permettre de diminuer la tension portale. Toujours sous l'argument de diminuer la pression qui va régner dans le territoire portal qui peut favoriser le saignement sur une varice. Bien évidemment, là, c'est quelque chose voilà, de très succinct. On va essayer de contrôler un petit peu toutes les répercussions au niveau hémodynamique, mais bien sûr, il va falloir arrêter le robinet, que ce soit au niveau du bassin, mettre une ceinture pelvienne pour contrôler un petit peu le saignement, appeler rapidement un chirurgien pour faire un damage control ou encore un packing, là, au niveau hépatique, au niveau des gouttières pariétocoliques, un scalp, à droite, un scalp, ça pisse le sang. Donc, dans les situations d'urgence, là, il faut agrafer, suturer, faire des points en croix. Il faut contrôler ça rapidement. On peut perdre pas mal de litres là-dessus. Donc, c'est la priorité, c'est on contrôle le robinet. Les garrots, si bien sûr le patient est amputé. Les gros traumatismes faciaux, il peut avoir des grosses
épistaxis avec des jetages postérieurs, il faut tamponner et aller éventuellement à l'artérioembolisation dans les cas un petit peu extrêmes. D'autres situations, l'hémorragie du postpartum, donc il y a d'autres algorithmes qui existent avec le Bacri, avec l'ocytocine en premier lieu, les analogues de la prostaglandine, les hémorragies digestives sur un ulcère ou encore une présentation portale, et après les hématuries. Bon, les hématuries macroscopiques, c'est difficile d'agir là-dessus, il faut quand même appeler l'urologue va vous dire, bon, mettez 2 ampoules d'hexacil dans la sonde, faites une irrigation et après on voit. Bon, jamais été prouvé que ça fonctionnait. Bon, c'est l'avis du chirurgien. Ça va pour le choc hypovolémique? Choc cardiogénique, ben, le cœur fonctionne, la pompe fonctionne mal, donc il va s'en suivre une diminution du volume d'éjection systolique et donc une hypoperfusion des organes. Donc là, au niveau de cette coupe échographique, 4 cavités, même 5 cavités, vous avez le ventricule droite à gauche, le ventricule gauche à droite, et donc il y a une hypokinésie en fait du ventricule gauche, responsable d'un bas débit. Donc ça, je vous l'ai dit, baisse du débit cardiaque, hypoperfusion des organes. Différentes causes étiologiques qui existent. Hein. La première étiologie à rechercher, à pister, bien sûr, c'est l'infarctus du myocarde, avec surtout un territoire antérieur ou un territoire au niveau du tronc commun. Il peut y avoir également des atteintes du VD. En fait, l'infarctus du ventricule droit, ben, on aura une dysfonction du ventricule droit, et le ventricule droit intervient surtout dans la précharge. Si votre cœur ne se remplit pas suffisamment, pareil, dysfonction VD, dysfonction VG et baisse du débit cardiaque. Les tamponnades, donc on le verra rapidement à l'échographie, une décompensation d'une cardiopathie chronique sous-jacente, les dissections aortiques avec une tamponnade au décours, myocardite également. Bon, voilà un petit peu les causes à rechercher rapidement pour s'orienter sur soit une prise en charge chirurgicale. Si vous avez une rupture valvulaire, ben forcément, vous avez beau dépléter le mec, mettre des amines vasopressives ou inotropiques, c'est le chirurgien qui va devoir ouvrir pour aller intervenir sur la valve causale. Au niveau des recommandations de l'ESC, la 2023, donc désolé c'est en anglais, mais grosso modo, il suggère d'aller rapidement donc, à une coronarographie, à une revascularisation coronarienne si vous avez un infarct associé à un choc cardiogénique, chez patients qui sont aptes bien sûr à y aller. Discuter donc sur la deuxième ligne le pontage orthocoronarien quand ce sont des atteintes tronculaires ou encore du tronc commun. Se discute de prendre rapidement contact avec les collègues de la chirurgie cardiaque, donc surtout au LELEC, dans les situations un peu dépassées. En 2A, là, il discute également la fibrinolyse. Si, pareil, votre CG qualifiant jusqu'à table de Coro est au-delà de 120 minutes et que vous avez un choc cardiogénique sur un infarctus évoqué. Et le 3, là, ce qui n'est pas recommandé désormais, donc c'est le ballon de contre-pulsion intra-aortique qu'on verra juste après. C'est un ballon qu'on utilisait à l'époque, mais qui sort progressivement en fait des recommandations parce qu'il n'y avait pas forcément de supériorité à l'opposé. Donc ça, c'est juste un schéma pour montrer que la revascularisation en urgence prime sur le traitement de stabilisation initiale parce que finalement, on gagne sur le plan de la mortalité des patients en choc cardiogénique sur un infarctus. Et ça, c'est le fameux ballon de contre-pulsion intra-aortique. C'est un ballon qui se gonflait au cours de la... je ne me trompe pas. Il se dégonflait au cours de la systole et qui se gonflait, voilà, c'est ça, qui se dégonflait au cours de la systole pour permettre de diminuer un petit peu la post-charge du patient, du cœur, et qui se gonflait au cours de la diastole pour permettre en fait de redistribuer le sang vers les artères coronaires au niveau de la diastole. Hop, ça on l'a vu. Les amines vasopressives, donc les amines qui vont intervenir dans le contexte du choc cardiogénique en première intention, c'est la noradrénaline avec son action surtout alpha-1 de vasoconstriction. Mais très rapidement, il va falloir booster un petit peu le cœur avec une fonction inotropique. Et donc, ça sera plutôt la dobutamine qui est une action bêta-1, bêta-2. La posologie de 5 à 20 gamma kilo-minutes au niveau de la dobutamine, voie dédiée, toujours pareil. Donc, les effets indésirables, on peut entraîner des tachycardies, des petites extracytoles ventriculaires. L'objectif, c'est booster un petit peu l'inotropisme du cœur. Avec les ABAC, je ne vais pas revenir là-dessus, vous l'avez déjà dit, le moyen mnémotechnique pour les urgences,
pendant le topo sur les urgences cardiologiques. Dernière intention, l'adrénaline, donc il y a une action donc, de vasoconstriction au niveau alpha 1, mais également une fonction inotropique au niveau des récepteurs bêta 1. Donc ça agit un petit peu sur les deux versants, à condition bien sûr de savoir la manier, que le patient soit bien scopé, soit bien surveillé. Forcément, l'adrénaline en IV, vous savez très bien les effets que ça peut déclencher. Donc il faut se méfier, on l'utilise bien sûr en dernière intention. Un petit aparté sur l'isoprénaline, donc qui va avoir une action surtout bêta 1, bêta 2, mais surtout une fonction chronotrope positive. On va l'utiliser essentiellement dans le contexte de bloc auriculo-ventriculaire, de bradycardie sévère. Ce sont des ampoules de 0,2 mg. Il y a plusieurs dilutions qui existent. Soit on met 5 ampoules dans 250 cc, soit on met 5 ampoules dans 50 cc, donc ça fait une dilution à 20 gamma cc, donc 1 mg dans 50 cc. Voilà, c'est une fonction chronotrope positive. Attention, il faut la protéger de la lumière. Donc, mettre soit ce sont des tubulures là opaques, là orangées, soit on met de l'aluminium tout autour. Et donc pareil, donc ça entraîne des tachycardies, une hyperexcitabilité au niveau auriculaire et ventriculaire, comme son effet attendu au niveau. C'est les Russes. Prise en charge bien sûr de l'étiologie, si c'est un infarctus, la anti-agrégation plaquettaire avec l'anticoagulation et discuter bien sûr l'angioplastie. Choc cardiogénique sur une rupture valvulaire, donc à gauche bien sûr, on appelle les chirurgiens pour aller opérer. Et les chocs cardiogéniques dans un complexe rythmique, c'est possible aussi. Il faut réduire le rythme, donc en général, donc c'est une sédation procédurale, propofol-kétamine, avec un choc électrique externe à 150-200 joules. Vu que c'est une sédation procédurale, on anticipe toujours la complication. Le bas-vu doit être monté, posé sur le nez du patient. L'aspiration prête fonctionnelle à la tête du patient. On anticipe toujours la complication. Sédation procédurale, il peut y avoir des détresse respiratoire, en fait, ce sont des dépresseurs respiratoires, donc il faut anticiper tout ça. Et bien sûr, dans le contexte, là, trouble du rythme plus au taux versant bradycardie, on accélère le cœur avec de l'atropine, de l'isoprénaline ou encore des sondes d'entraînement électrosystolique externe, qui sont des sondes, des patchs que l'on positionne en antéro-postérieur ou en antéro-septal et qui vont pulser un courant électrique. On va régler en fait la fréquence et on règle l'intensité. Et donc on augmente l'intensité jusqu'à avoir après chaque spike un QRS fonctionnel. Dernière intention, c'est pour ça qu'il faut appeler quand même les collègues de l'évêque, c'est de discuter de l'assistance circulatoire, l'ECMO, qui va permettre de puiser le sang veineux par exemple au niveau fémoral et le réinjecter au niveau de l'artère fémorale. Donc l'ECMO c'est un cœur extracorporel avec donc, une pompe qui va gérer un débit et un élément qui va permettre l'oxygénation. Donc il injecte un certain débit au niveau de l'organisme et ce sang va être oxygéné. Rapidement le choc anaphylactique. Ça va le choc cardio? Bon, lundi matin, ça fait mal. Moi, je suis abonné à vous donner des cours là, du lundi matin là, qui font mal. Choc anaphylactique, donc une hypersensibilité au décours d'une exposition à un allergène, donc il va s'en suivre surtout une grosse vasoplégie artério-veineuse. Et donc c'est surtout le volume, tout ce qui est, pas le circuit AG, je ne sais plus, c'est tout le contenant, tout le contenant qui va se dilater, le contenu va rester le même. Cliniquement, vous avez différents signes que je ne vais pas énumérer ici, que ce soit sur présentation cutanéo-muqueuse, respiratoire, avec des post-PAP, sur le plan cardiovasculaire, des hypotensions, des tableaux d'hypoperfusion, gastro-intestinal, il y aura également des œdèmes au niveau des muqueuses. Donc, il peut y avoir des patients qui ont des grosses douleurs abdominales avec des débâcles de diarrhée. Ça, ce sont des signes à rechercher très rapidement. Et bien sûr, l'œdème laryngé, la dysphonie, la dysphagie, l'hypersialorée. Donc, ce sont des éléments quand même à rechercher au niveau de votre anamnèse. Sachez que nous, en général, quand on fait des chocs anaphylactiques bien connus en hospitalier, les patients les récupèrent surtout dans les chiottes en train de se vider. Ils sont en système de tension. Donc on peut les laisser se vider, mais par contre, ils auront leur picouse d'adrénaline dans la fesse. Ce sont des éléments cliniques qui vous font dire que le patient, certes, j'ai un quick look,
il est dans les chiottes, il est en train de se vider. J'ai une suspicion choc anaphylactique. Je n'ai pas besoin de prendre des paramètres pour dire que c'est un choc anaphylactique. Okay, les diarrhées et douleurs abdos, ce sont des signes qui doivent vous inquiéter. Évitez d'aller jusqu'à cette présentation-là. C'est possible aussi avec des gros œdèmes au niveau de la face, des angioedèmes au niveau des lèvres, au niveau de la langue, au niveau des paupières. Et les situations cataclysmiques, c'est surtout qu'il y aura des œdèmes au niveau des voies aériennes supérieures, avec des cordes vocales qui vont être complètement œdématiées, et donc des intubations qui vont être quasiment impossibles. Et donc, dans ces situations-là, soit on va jusqu'à la fibro, quand on a un collègue ORL à disposition pour aller l'intuber en vigile, soit finalement on est très loin de l'hôpital, on est à poil, et donc on est obligé de faire un abord cricothyroïdien pour protéger, sécuriser les voies aériennes supérieures. La thérapeutique, elle est codifiée, c'est de l'adrénaline. Dans ces situations-là précises, que ce soit une défaillance hémodynamique ou une défaillance respiratoire, on fait de l'adrénaline en intramusculaire, 10 gamma kilo, maximum 0,5 mg. Donc, quasiment tous les adultes vont aller jusqu'à 0,5 mg en intramusculaire. Il ne faut pas se prendre la tête. C'est pour ça que certains patients ont déjà de l'anapène à la maison. C'est des posologies de 300 gamma ou 150 gamma. Donc on est moins que les doses recommandées, mais finalement c'est des choses qu'on peut anticiper mais quand on est en régulation et qu'ils ont l'anapène dans le frigo. Vous, 0,5 mg en intramusculaire. À droite, vous avez les signes gastro-intestinaux. Finalement, il discutait de faire quand même l'adrénaline. Le patient a des douleurs abdos, il est connu allergique, on a une suspicion de choc anaphylactique, il a mal au bide, il a des débâcles de diarrhée. N'hésitez pas à faire l'adrénaline. Ce sont des éléments que l'on va pouvoir refaire, surtout dans le tableau de détresse cardio-circulatoire quand le patient ne répond pas à la thérapeutique. On peut réitérer une dose d'adrénaline en intramusculaire, pareil à la même posologie. Parallèlement, on fait du remplissage vasculaire, on peut lui lever un petit peu les gambettes. Et après, au bout de la deuxième injection, s'il ne répond pas, on discute de l'adrénaline IVSE. Sur la défaillance respiratoire associée, là plutôt on va discuter est-ce que c'est les voies aériennes supérieures qui sont gênées ou est-ce que ce sont les voies aériennes inférieures. Voie aérienne inférieure, c'est le bronchospasme, donc on fera des bêta-2 mimétiques. Voie aérienne supérieure, pardon, on fera plutôt des aérosols d'adrénaline. Et retenez, il faut faire surtout l'adrénaline. Et en troisième ligne, on fait les antihistaminiques et les corticoïdes. Première ligne de l'adrénaline. Ce n'est pas les corticoïdes, ce n'est pas la polaramine qui va contrôler, qui va soulager le patient, c'est surtout l'adrénaline. C'est ça qui va sauver le patient. Et bien sûr, on discutera donc le retour à la maison avec bien sûr de l'anapène, il faudra forcément qu'il en ait, et une consultation allergologique pour refaire un peu le point sur cette présentation anaphylactique. Choc septique, pour bien terminer, oui. Juste une fois qu'il a fait son injection d'adrénaline, il faut le scoper, c'est ça? Oui, de toute manière, si c'est un choc anaphylactique, le patient sera scopé, et donc il ira à la solo. Parce que même s'ils le font chez eux à la maison tout de suite, il faut quand même qu'il aille aux urgences. Ah oui, ah oui. De toute manière, il y aura une surveillance, je suis passé rapidement, mais tu as quand même une surveillance hospitalière qui est recommandée de 6 à 12 heures. Ce n'est pas codifié, il n'y a pas de règle exacte, mais il faudra qu'il soit surveillé quand même, pour éviter ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire tu fais l'adrénaline, tout va bien, etc. Et finalement, en fait, 3-4 heures après, il refait en fait une présentation anaphylactique. Donc ça nécessite tout de même en fait une surveillance hospitalière et une consultation médicale. Dernier point sur le choc septique, celui qu'on a quand même tendance à voir le plus souvent aux urgences. Donc un choc septique, donc il y aura plusieurs, au décours d'un sepsis, il y aura plusieurs atteintes assez notables. Sur le plan de la physiopathologie, donc vous aurez une vasodilatation, un peu comme le choc anaphylactique, artério-veineuse. Cette vasodilatation entraîne une hypovolémie relative parce que, comme on l'a dit, le contenant augmente, mais le contenu reste le même si le contenu va un peu bouger. Il peut y avoir des atteintes au niveau du cœur, donc il peut y avoir des petites sidérations, des myocardites septiques, donc le cœur peut être également touché. Et au niveau des organes, on aura des lésions en fait assez notables, et donc il y aura une baisse d'extraction de l'oxygène au niveau des tissus, et donc va s'en suivre donc une hypoxie diffuse. Des petites fuites capillaires, et donc il y aura également une perte du contenu. Et donc il y aura des hypovolémies absolues également associées.
Si on zoome au niveau des capillaires, ce qui se passe, c'est qu'il y aura de gros shunts qui vont apparaître entre le territoire artérien en rouge et le territoire veineux en bleu. Et donc, finalement, le sang oxygéné ne va pas passer au niveau des capillaires pour que l'oxygène soit extrait pour les tissus. Donc, l'oxygène va passer du réseau artériel au réseau veineux sans extraction d'oxygène au niveau des tissus, et donc les tissus vont manquer d'oxygène. Et quand on zoome au niveau des capillaires, il y a des thrombis qui s'installent avec une activation de la plaquette, et donc tout ça va participer à une hypoxie au niveau de la microcirculation. Donc vous avez une vasoplégie artério-veineuse, vous avez des lésions au niveau des capillaires qui entraînent des shunts assez physiologiques, et vous avez donc une perte du volume circulant au niveau de l'interstitium, donc une hypovolémie absolue associée. Le choc septique donc, touche tous les organes. Je ne vois pas très bien. Donc il y aura donc une atteinte au niveau cardiaque, initialement une hyperkinésie, après une hypokinésie sur des myocardites septiques, une atteinte donc encéphalitique, des atteintes au niveau respiratoire avec des syndromes de détresse respiratoire associés des cris. Vous aurez donc des atteintes au niveau digestif avec des iléus, avec des ischémies fonctionnelles qui vont entraîner donc des translocations bactériennes, le foie de choc, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, l'insuffisance surrénalienne. Tous les organes en fait vont être touchés par la présentation de choc septique. Grosso modo, plusieurs scores qui existent pour faire un peu la checklist, le bilan lésionnel en fait du choc septique. Ça, c'est le SOPA avec 6 items qui permettent de comptabiliser un petit peu les organes touchés. Donc, que ça soit au niveau du foie, au niveau de la hémodynamique, au niveau neurologique, au niveau respiratoire, au niveau néphrologique et au niveau respi. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a un que je n'ai pas cité, mais qui est dans la liste. Donc, tous les organes vont être ciblés par le SOPA. Donc, le SOPA est accessible avec des paramètres biologiques, par exemple les paramètres de la coagulation et les paramètres hépatiques. Donc, c'est un score que l'on ne va pas pouvoir avoir dans les 10 minutes de la prise en charge initiale. Mais le score qu'on peut avoir très rapidement dès le box IOA, c'est le Quick SOPA. Il prend en compte 3 items, la fréquence ventilatoire au-delà de 22, une pression systolique à moins de 100 et un Glasgow à moins de 15. Au moins 2 items doivent vous alerter et doit orienter le patient vers un circuit de soins adapté, plutôt vers la sauve, pour débuter donc, pour poser un diagnostic rapide et débuter une thérapeutique agressive. Au niveau des définitions sepsis, choc septique là, de la survie sepsis campagne, le sepsis donc, est défini soit par une infection donc, suspectée avec donc 2 points de SOPA, mais je vous ai dit le score de SOPA il n'est pas accessible dans les 10 minutes de la prise en charge initiale. Soit on peut se contenter d'une définition de sepsis quand on a une infection suspectée avec au moins 2 points du Quick SOPA, ce que l'on a l'habitude d'utiliser tous les jours. Et le choc septique, c'est une infection avec une hypotension qui ne répond pas au remplissage vasculaire et avec une hyperlactatémie au-delà de 2 mmol par litre. Une étude là avant-après qui est assez intéressante. C'est une étude en fait avant la mise en place d'un protocole de prise en charge du choc septique avec 3 items, 3 piliers essentiels. Donc poser un diagnostic urgent en verre, débuter une antibiothérapie dans l'heure et faire une réanimation agressive avec du remplissage et avec des amines vasopressives. Et quand vous voyez le schéma en fait à gauche, vous avez donc sur la ligne du milieu sur la mortalité. On est passé de 21% de mortalité chez les patients qu'avant la mise en place du protocole à quasiment 6 ans après, une diminution jusqu'à 8% de mortalité. On a gagné sur la mortalité en mettant en place un protocole cité juste à côté, le diagnostic urgent avec la mesure du lactate, veineux, artériel, peu importe. Débuter donc les hémocultures, débuter les antibiotiques à large spectre, et après, comme je vous ai dit, la réanimation agressive avec du remplissage vasculaire, des vasopresseurs, et après tout le monitoring là, de réanimation avec VVC et KTA en urgence. Pareil, une étude assez intéressante qui s'est intéressée à des patients qui
qui avait un diagnostic de sepsis avéré. Ce qui est intéressant, c'est la corrélation là entre le taux de lactate, la prise en charge initiale, et la mortalité à 30 jours, à 28 jours. Donc, finalement, plus le taux de lactate à la prise en charge initiale est important, plus finalement ces patients peuvent mourir en fait très rapidement dans les 28 jours de prise en charge. Donc, ce sont des choses qui doivent vous alerter. Et pareil, quand on s'intéresse un petit peu au niveau des lactates, la clairance des lactates va permettre de conditionner un petit peu, va permettre de vous refléter un petit peu votre prise en charge initiale. Si vous avez en fait une bonne clairance de lactate au-delà de 10%, après une réanimation agressive, du remplissage, des antibiotiques, des amines vasopressives instaurées, et finalement vous pouvez vous dire que vous êtes en train de gagner la bataille et que finalement on est en train de passer le cap au niveau du choc septique. A contrario, si vous avez une clairance moins de 10%, finalement, c'est des choses qu'il va falloir rediscuter. Est-ce qu'il ne va pas falloir remplir davantage de patients? Est-ce qu'il ne va pas falloir escalader l'antibiothérapie? Ce sont des choses qui peuvent vous guider sur la prise en charge initiale. Donc, c'est pas, on le fait en veineux, les lactates. Vous le faites, vous voyez un petit peu où est-ce que vous vous situez au bout d'une heure, par exemple, de prise en charge agressive. La prise en charge, hop, on remplit un petit peu, donc on met des cristalloïdes, tac, soluté balancée, isoflavine, ringerlactate. Attention aux solutés non balancées, le NaCl. On va remplir comme des cochons là, les chocs septiques. En général, c'est du 2, 3, 4 litres. Il peut y avoir des risques d'acidose hyperchlorémique et de défaillance rénale associés. Donc, on aura plutôt tendance à privilégier les solutés balancées, isoflavine, ringerlactate. Ça vous rappelle les choses, ça? Frank Starling. Donc, grosso modo, en abscisse à précharge, on a ordonné le volume d'éjection systolique. Donc, si vous avez, plus vous augmentez la précharge des patients, plus finalement vous allez étirer les cardiomyocytes et plus finalement l'inotropisme fourni, la force de contraction du myocarde va être importante, jusqu'à un certain seuil, un certain plateau. Donc finalement, on se trouve à la situation initiale en bas. Vous avez un volume d'éjection à 1. Vous faites un remplissage vasculaire, vous allez augmenter la précharge des patients. Donc finalement, vous allez augmenter votre courbe au niveau de Frank Starling. Donc le volume d'éjection va augmenter. Ça peut être monitoré grâce à la pression artérielle systolique. Vous avez une pression systolique, pression artérielle à la prise en charge initiale. Vous remplissez les patients, vous voyez ce que ça donne au niveau de la pression artérielle après le remplissage. Donc vous êtes un peu formé en échographie cardiaque et vous pouvez calculer l'ITV avant le remplissage et vous calculez après l'ITV après le remplissage vasculaire. Et pareil, vous pouvez regarder un petit peu la veine cave inférieure pour voir un petit peu si elle gagne au niveau du diamètre. Donc on peut monitorer un petit peu cette réponse au remplissage vasculaire. A contrario, si vous vous trouvez vraiment au niveau du plateau de Frank Starling, vous avez beau faire un remplissage vasculaire, vous n'allez pas gagner au niveau du volume d'éjection systolique. Ce qui définit deux zones. Vous avez la zone de précharge dépendance, ce qu'on décrit en fait dans nos observes. Donc quand il répond au remplissage, on a une précharge dépendance. A contrario, quand il ne répond pas au remplissage vasculaire, on a une précharge indépendante. Et là, ça va conditionner. Oui. La veine cave, elle est censée mesurer combien? En fait, initialement, dans les tableaux de choc, elle va être plutôt plate, et toi, tu vas remplir, elle va se dilater progressivement. Ok, il n'y a pas une limite où on dit... Au-delà de 2 cm, en général, on se dit qu'elle est dilatée. Okay. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est comment elle va répondre à la respiration. À l'inspiration, normalement, elle va se collaber progressivement. J'ai des patients qui vont être complètement pleins, on verra surtout chez les OAP, elle va être dilatée, et elle ne va pas du tout être respirante. On dit qu'elle est respirante, c'est vraiment qu'il y a un collapsus inspiratoire à chaque inspiration. On ne va pas se baser que là-dessus, on va se baser sur la pression artérielle et l'ITV, mais ce sont des paramètres à votre niveau que vous pouvez quand même checker sur une petite coupe d'éco-cœur en sous-costal. Donc, ça conditionne votre prise en charge. À gauche, précharge dépendant, on les remplit comme des cochons. À droite, précharge indépendant, on a beau les remplir, on aura besoin surtout d'amines vasopressives. Et donc les amines vasopressives, surtout la noradrénaline, va agir au niveau des petits récepteurs que vous avez au niveau du réseau artériel rouge, mais également au niveau du réseau veineux, pour essayer de diminuer le contenant de l'appareil circulatoire. Bien évidemment, choc septique, c'est des antibiotiques, on l'a dit, large spectre, approprié, forte dose, hop,
Ça, c'était juste une étude pour vous montrer, ben, si vous mettez des antibiotiques inappropriés, ben, forcément, les patients vont mourir. Essayez de cibler au maximum le foyer causal. En général, ça sera une bio-antibiothérapie pour élargir le spectre, donc avec rapidement des aminosides, amikacine à forte dose, 30 mg kg ou gentamicine 8 mg kg. Là, soyez pas surpris, donc vous savez tous que les aminosides, attention, c'est néphrotoxique, etc. Mais là, il faut taper fort au niveau du choc septique. Le patient va mourir du choc septique. Certes, il peut avoir une défense rénale associée, mais par contre, là, il va mourir du choc septique si vous faites rien. Donc, si on doit mettre des aminosides, c'est des aminosides à dose adaptée, 30 mg kg, 8 mg kg de gentamicine. Bien sûr, il y aura des contrôles, on va contrôler la vallée, on va contrôler le pic. Ça, ce seront des choses qui vont se faire in fine, plutôt en soins continus en réanimation, parce qu'en général, les patients ne vont pas rester 24 heures en choc septique chez nous, enfin, je l'espérais. Mais voilà, ce sont des choses qu'il faut taper fort. Tout va se jouer au niveau de la première heure. Et après, si le patient présente une défense rénale, il sera probablement dialysé chez nos collègues en réanimation, mais finalement, ils vont récupérer, au bout de quelques semaines, quelques mois, des fois, quelques années, une fonction rénale adaptée. Mais ils auront passé le cap et ils seront toujours là pour vous dire bonjour. Qu'est-ce que c'était ça? Forcément, la combinaison avec des antibiotiques par rapport à une monothérapie augmente la survie. Ça, c'est un peu le même schéma en vous disant, ben, plus vous débutez tardivement les antibiotiques, plus finalement vous augmentez au niveau de la mortalité. Donc, le pilier, c'est on remplit, on met des amines vasopressives et on fait des antibiotiques large spectre à dose adaptée. Et là, un collègue de la réanimation de Saint-André, je ne sais pas s'il travaille toujours à Saint-André, là, Fabrice Camus, qui avait fait en fait une petite synthèse suivant les organes, les foyers infectieux suspectés, et finalement une antibiothérapie probabiliste, on va dire, suivant le type d'organe, que ce soit dans un contexte communautaire ou dans un contexte nosocomial associé au train. Donc, vous aurez voilà, ce petit tableau qui résume. C'est fait par un réanimateur qui était quand même assez poussé sur la partie prise en charge des maladies infectieuses. Donc voilà, vous aurez ça en mémoire pour penser à débuter le bon antibiotique suivant le foyer suspecté. Et pour finir, donc, là ça va être 3 diapos. Choc obstructif, bien évidemment, tout ce qui va s'opposer au remplissage ou à l'éjection du cœur. La tamponnade, qui va avoir des répercussions essentiellement au niveau du ventricule droit avec un gros collapsus de celui-ci. Et donc là, dans des techniques de sauvetage, on est obligé d'aller jusqu'à la ponction péricardique, le drainage péricardique, surtout dans les contextes de pré-arrêt ou d'arrêt cardiaque. Un autre tableau de choc obstructif, c'est l'embolie pulmonaire, dans un contexte de choc, où là, il faudra débuter rapidement une thrombolyse, par actylyse en général, et discuter avec les collègues de Haut-l'Évêque la thrombectomie mécanique qui se fera sous CEC. Et celui qu'on peut également côtoyer, c'est le choc obstructif sur une tamponnade gazeuse, avec un pneumothorax complet, qui va également avoir des répercussions au niveau des cavités droites. Et donc là, il faudra rapidement drainer cet épanchement pleural, que ce soit là par une queue de cochon, etc., pour réduire un petit peu la pression qui va régner en intrathoracique. L'approche échographique peut également vous orienter sur l'étiologie du choc. Le patient arrive aux urgences, il n'a pas son étiologie sur le front. Donc l'échographie vous apporte quand même pas mal de renseignements. Premier point, est-ce que le patient est en tamponnade? Oui, non. Est-ce que le patient présente une embolie pulmonaire? Donc il y aura une dilatation au niveau du ventricule droit. Il y aura des pressions au niveau des cavités droites augmentées. Des fois, vous pouvez voir même les thrombus au niveau de l'oreillette droite, au niveau du ventricule droit. Donc, ce sont des éléments qui peuvent vous orienter sur le tableau d'embolie pulmonaire grave. Des atteintes valvulaires, un peu de Doppler couleur au niveau des valvules mitrales aortiques, pour voir un petit peu s'il y a un aliasing, quelque chose qui pourrait vous faire penser à une valvulopathie sévère. L'atteinte de l'aorte thoracique, donc pour une dissection aortique, avec un peu d'épanchement péricardique, ça peut vous orienter aussi. Choc hypovolémique, vous aurez des pressions de remplissage dans les chaussettes, vous aurez une veine cave complètement plate, avec un collapsus complètement complet de cette veine cave.
vous aurez le choc cardiogénique, vous regardez un petit peu le cœur, vous voyez comment il se contracte. S'il est complètement immobile, il va forcément vous orienter vers une présentation cardiogénique. Et dernier petit point, le choc distributif, le choc septique. Il y a des petits éléments échographiques qui permettent de nous orienter. Ce n'est pas très spécifique, mais c'est quand même des choses qui peuvent vous orienter à la prise en charge initiale. OK? Et ça, on reverra quand on fera un cours sur l'écho-cœur ou encore l'échographie pleuropulmonaire. Je crois que j'en ai fini. Grosso modo, ce que vous devez retenir, ça c'est synthétique, mais c'est essentiel, c'est ça qui est pour la prise en charge d'un état de choc en général. Ok? Ça va? C'est difficile de résumer état de choc sur une diapo. Au moins, je pense que les messages sont passés. Vous pourrez relire ça à tête reposée dans la semaine, etc. Et vous me contacter si ça n'a pas. Merci. Pas de questions? En conf, en visio. Ah, c'est parti. Voilà. Bonne semaine, bonne journée. Et à la prochaine.